matin, le réveil est dû au meuglement des vaches. Elles déambulent librement entre les hameaux, vont de champs ouverts en prairie, passant par les bois, les routes, les chemins. Elles ont élu domicile dans le jardin d'à côté de notre tente, et les mères appellent leurs petits. Après de nombreux échanges avec les villageois, nous plions bagages, nos camelbacks pleins par générosité. La journée s'annonce humide, nous recevons des alertes d'orage dans tout le secteur. Pourtant, aujourd'hui, nous avons 3 objectifs. Le chaos de Nîmes-le-Vieux, la ville de Florac et le mont Lozère. Nous repassons les Gouales et ses graviers au sommet, et tout de suite, de l'autre côté, la météo change. Il fait plus beau et plus doux, de bon matin. Sur la route de Veubron et dans le col du Père Juré, chaque virage nous émerveille. Le chaos de Nîmes-le-Vieux, sur le Causse Méjean, nous attend immortel. Le paysage est époustouflant. Des rochers dolomitiques immenses comme posés là défient le temps. Il fait beau, le vent de la nuit est tombé, l'occasion est parfaite pour sortir le drone. Nous évitons d'apeurer un troupeau de brebis non loin et le Mavic est lancé dans la direction opposée. Un moment plus tard, nous rencontrons l'éleveur, attiré par les bruits des pales en l'air. Il vient à notre rencontre, curieux. Il nous raconte son métier et ses difficultés. Il nous raconte aussi son amour pour le Causse auquel il s'identifie. Il peste contre les touristes qui n'ont aucun respect pour le lieu, pour ses règles et pour ses habitants. Il nous donne l'exemple de ce bon pied sachant qui a voulu allumer son feu de bivouac dans une zone venteuse de la réserve naturelle. Nous partageons beaucoup avec cet éleveur et finissons par reprendre la route. Je m'extasie un long moment devant le vol majestueux et lointain d'une quarantaine de vautours. Ces oiseaux majestueux, réintroduits en France en 1981, ne sont présents dans les gorges de la Dourbie que depuis 2003. Oiseaux de malheur exterminés, le chaos leur appartient désormais. Enfin nous partons. L'orage est assez loin, on s'en réjouit. Nous arrivons à Florac à l'heure de fin des services de restauration, mais on nous installe en terrasse, les casques posés à l'abri au comptoir. L'hospitalité des gens du coin me surprend encore. L'orage gronde, mais passe au loin. Après quelques déambulations, il est temps pour nous de partir à l'ascension du mont Lozère. Il suffira de quelques kilomètres de montée pour nous faire rattraper par cet orage. Il arrive par le côté, et nous avons l'espoir de grimper assez vite pour passer de l'autre côté du col et du nuage avant qu'il nous inonde. Peine perdue. En vain, nous l'espérons assez rapide pour nous passer dessus sans nous gâcher complètement la journée. 15 km d'ascension sous une pluie battante, nous avons même songé à faire demi-tour et tenter de nous poser au camping local. C'était sans compter la période estivale et le Covid qui ont rempli les campings des Cévennes. La combinaison de pluie est dans les bagages, juste dans notre dos, mais à quoi bon, nous sommes déjà trempés. Pluie, brouillard, grêle, il ne manquait plus que les travaux sur la chaussée pour venir à bout de notre détermination du jour. C'est l'heure de trouver un coin pour le bivouac, mais la visibilité est nulle et la route n'est que chantier, gravier et boue. Après une heure de douche froide, nous trouvons un abri à la station de ski du mont Lozère, au col de Finiel. Très beau, paraît-il. T'es dans la buée. Salut, je suis en train d'essorer mes chaussettes aussi. Et je vois du bivouac. Et je vois de la moto. T'es content d'être venu faire ça, l'aventure et tout? Ouais, je suis contente, je gagne du temps, j'ai pas besoin de me doucher. Ouais. J'ai le cul à l'eau là. On n'a pas besoin de se doucher, on n'a pas besoin de se baigner. C'est du tout en un. On va faire une petite coupure camping ce soir. Ah. Robert Louis Stevenson qui se balade. Ouais, ou Emmanuel Macron en fonction des... Mais non. L'orage ne s'arrête pas, ce qui nous laisse le temps de bavarder un peu avec un randonneur abrité aussi. Nous sommes sur les terres de Robert Louis Stevenson et de son âne, nombreux sont ceux qui suivent ses traces. Après une longue attente, nous percevons un rayon de soleil et grâce au randonneur, nous apprenons qu'il y a un camping non loin. C'est ainsi que nous finissons la journée, trempés, à l'emplacement randonneur du camping du Blémard. On y trouve une douche bien chaude et nombre de Stevenson en solitaire, en groupe et même en famille avec un âne. La nuit m'a paru courte et pourtant, au réveil, la plupart des tentes de l'emplacement ont déjà levé le camp. Il fait beau, mais le soleil est paresseux. Abrité dans la tente pour la nuit, l'équipement est encore humide malgré nos tentatives de moto-tankerville.
Il faudra s'en accommoder jusqu'à ce que le soleil soit assez haut pour nous sécher en route. Pour notre dernière journée en Lozère, nous empruntons la route des châteaux pour rejoindre celui de Castanet. On est encore humide d'hier et là on visite le château de Castanet, dans la commune de Castanet, à proximité de Pourcharès. Il y a un autre château qu'on va faire tout à l'heure. Le château d'Aujac. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée château, avec du soleil. Pour sécher. Pour sécher. Parce que là, ouais, c'est 3 jours, 3 orages, ça commence à faire. J'ai encore les bottes et les gants mouillés d'hier. L'établissement de la manse de Castanet remonte au XIIIe siècle. Une manse est un petit domaine féodal constituant une unité d'exploitation agricole. En 1572, Jacques d'Isarn de Villefort fait bâtir le manoir de Castanet. Il sera peu à peu agrandi ou enjolivé par ses descendants. En 1932, Joseph Piton acquiert le château, lequel deviendra un bien familial jusque dans les années 1960 et la menace de sa destruction. En effet, à partir de l'étude de 1956 est construit le barrage de Villefort qui doit noyer une partie de la vallée, dont le château. L'inscription du château à l'inventaire des monuments historiques en 1964 va empêcher sa destruction. Le château sera confié par EDF au syndicat intercommunal Villefort-Pourcharès-Prévenchères. Le monument accueillera dès lors des expositions d'art jusqu'en 1992. De 1993 à 1995, le château exposera quelques-uns des premiers appareils photo. En 1997, 3 associations créent des expositions relatant la vie quotidienne des habitants du territoire pendant les années 1900-1950. Un terrible incendie dévaste le château en mars 2000. Après une restauration qui se termine en 2006, le château reprend les visites guidées et les expositions organisées par la communauté de communes. Cette année, la visite n'est pas possible, mais l'extérieur est déjà assez beau pour nous en mettre plein les yeux. Le suivant sur la carte est le château de Cheylard à Aujac. Il fait une chaleur à vider un camelback en 5 minutes et la fin du chemin pour accéder au château est réservée aux piétons. Nous n'avons pas le courage de monter avec notre équipement sur le dos, nous sortons donc le drone pour faire un panorama autorisé du coin. En moins de 5 minutes, nous recevons la visite acide et mal polie de la propriétaire du château, qui visiblement regarde trop de films d'espionnage. Nous ne sommes pas les premiers à posséder un drone, tiens donc, et à le faire voler dans le secteur, tiens donc bis. Sa propriété privée oblige, nous rangeons tout et la laissons là avec son véhicule qui pollue et son aigreur. À l'accent, on sait que nous ne sommes pas tombés sur une Cévenol. Dommage pour ce château du Moyen-Âge, point culminant des lieux. Il aurait mérité un propriétaire plus accueillant. Il est midi, nous partons prospecter du côté de Sénéchat pour trouver un coin où dormir. La retenue d'eau EDF du secteur nous empêche d'aller en bord de rivière. Nous croisons une voiture de la DCIF, un pompier et un personnel ONF nous offrent leur connaissance des lieux et partagent même notre passion pour la moto. Ils nous conseillent quelques coins de camping-car et nous partons direction Chamborigot pour manger. Après réflexion, nous sommes allés sur une autre rivière non affectée par le barrage. Le spot, au bord de la Tine, est parfait pour poser les motos et la tente à quelques dizaines de mètres. La tente est plantée. Le linge en train de sécher parce que comme ça fait 3 jours qu'on prend des orages à Tire-Larigot, bah, tout est trempé, donc on fait un peu tout sécher. Et ce soir, voilà où on dort. La soirée débute et nous avons des voisins, des randonneurs et des flamands qui s'installent aussi à proximité de nos motos et promettent de veiller au grain. Bon vivant, ils se préparent une friture de poisson. Généreux, ils nous en offrent une pleine planche, citron et mayonnaise inclus. Merci. Et c'est ainsi, bercé par le bruit de l'eau et des grillons, que s'achève cette 5e journée de voyage. Nous sommes à la moitié du périple et nous avions décidé de faire un jour off. Ce soir, nous dormons dans un camping relais motard à Anduze pour profiter de la journée du dimanche pour nous reposer. Ce matin, le réveil a été excessivement violent. Des détonations assourdissantes nous éclatent les tympans et résonnent dans tout le lit de la rivière encaissé entre ces falaises. Des chasseurs de sangliers qui viennent au secours de quelques locaux qui auraient des soucis de compatibilité entre leurs chèvres et le gibier.
Pas de polémique sur la chasse, mais toujours est-il que 23 cartouches pour 2 ou 3 sangliers, ça me paraît beaucoup. Les voisins nous annoncent que certains coups ont été tirés en l'air et que face à leurs protestations, les tout-puissants auraient répondu « En même temps, c'est pas un camping ici ». Éternel respect de l'humain envers l'humain et confusion permanente entre le camping sauvage et le bivouac. Les chasseurs partis, la tente pliée, nous avons du temps devant nous aujourd'hui. Direction Rousson pour un passage personnel au cimetière. En chemin, il est plus que flagrant que nous quittons les Cévennes montagneuses pour entrer dans la garrigue provençale. Le paysage change, l'architecture aussi. Nous quittons les élevages de montagne pour traverser les vignobles. L'ambiance change aussi. Nous voulons voir le pont du Gard. Il y a 3 ans, je l'ai fait avec mes bottes TCX et je m'étais promis de revenir en sandales. Depuis 3 ans, j'ai oublié que la culture n'est pas accessible à tous et que pour voir un monument d'architecture antique, même de loin, il faut payer. Paye ton patrimoine UNESCO. Pas de point de vue, pas de belvédère. Gare-toi loin, sinon paye le parking exorbitant sur chaque rive du Gard. De chaque côté, la barrière nous a donné envie de faire demi-tour. Payer le musée, je suis d'accord. Payer la vue, un panorama d'un pont vieux de 20 siècles, je reste quand même mitigé. Pas de baignade dans le Gard comme on l'avait prévu, et frustrés, nous prenons la route sous une chaleur assommante en direction d'Anduze. Le GPS fait des siennes, il peine à revenir sur les traces GPX programmées il y a 10 jours. Nous visitons de ce fait des coins très reculés. La journée s'achève au camping du Bel Été à Anduze. Je ne suis pas familière des vacances en camping et les installations sur place me surprennent. Bars, restaurants, piscines et autres activités dispensées par les animateurs me font constater que nombre de vacanciers vont rester dans l'enceinte du camping tout leur séjour. J'ai un peu de mal à le concevoir, mais c'est un choix. Nous terminons la journée dans le gardon d'Anduze, aussi célèbre que son compagnon, le gardon de Mialet. Le soleil se couche et nous regagnons la tente, sereins. T'es content d'être bourré? Ta gueule! Putain, tu pouvais la dire. Elle vous le dit pas, mais en fait, elle a bu 2 pintes. Alors ici, ils appellent... On te voit. Mais c'est pas grave, regarde. Là, on me voit, regarde. Ah. Donc elle a bu, c'est quoi? C'est des singuliers, des réguliers, des... Je sais plus. Oh, ils ont des noms ici, c'est un truc bizarre. Il y a du sud qui nous rappelle. Voilà. Mais de toute façon, chez nous, on appelle... Voilà, c'est une pinte ou un baron, quoi. C'est le truc simple, c'est 50 centilitres. Et ici, ils compliquent les choses. Et en fait... Le problème, c'est quand on a bu trop, ça fait un litre. Voilà, c'est qu'elle est complètement peintée. Et donc, elle essaye de faire croire que ce soir, elle a scripté les vidéos. Non mais, non. Avec 1 litre de bière dans le pif, hein. C'est fort. J'écris mieux quand je suis bourré. Ah. Une digne Hemingway. Je suis plus productive quand je suis bourré. La preuve, regardez, je suis en train de monter mon couchage. Voilà. Comme si de rien n'était. Voilà, impeccable. Avec fluidité. Et naturel, voilà. Je vais même insérer tout ça dans le matelas. Et voilà. C'est beau de dire que je vais insérer quelque chose dans le matelas. Ouais, faut qu'on arrête, on est bien pété ce soir, je crois. C'est magique. Moi je dis j'insère rien dans rien. Voilà, donc ce soir c'était la pause finesse et poésie. C'était la détente camping. Bonne soirée à tous, bisous bisous. Pas de moto prévue aujourd'hui, ou très peu. Chéri est passionné des plantes, entre autres choses, et j'ai décidé de lui faire revoir la bambouseraie. Le site est magnifique et la balade nous fait voyager en pleine nature à travers le monde et l'histoire. Chaque type de bambou nous raconte son aventure et ses utilités à l'homme. Le site est tellement beau, reposant et euphorisant de découverte qu'il nous fait oublier que nous avons décidé d'être piétons pour la journée. Et, malgré les petites averses du matin, la journée est chaude et ensoleillée. Ce matin, nous sommes frais et dispo pour rouler. C'est le programme de la journée.
Nous avons même prévu de dormir chez un ami à Saint-Afrique, à défaut d'avoir eu l'autorisation de bivouaquer à l'observatoire du lac des Pises. La tente est pliée, sèche pour une fois, et nous quittons la porte des Cévennes pour retourner à l'ouest en route pour le cirque de Navacelles. Rapidement, nous quittons les axes principaux pour nous faire plaisir. Beaucoup de techniques pour rouler et enchaîner les virages sur ces routes dégradées où les véhicules ne peuvent pas se croiser. C'est un vrai plaisir. D'abord la D133, puis la D21 pour rejoindre la D153 jusqu'à Sumène. Enfin, la D11 et ses derniers virages nous propulsent sur la D999 à Pont-d'Hérault. C'est à ce moment-là, alors que nous étions bien, que ma plus grande surprise du voyage me frappa de plein fouet. Dans l'intercom, j'ai entendu « Merde, c'est à gauche !» En même temps, j'ai vu le feu arrière de la moto de Chéri s'allumer avant de voir le bitume défiler sous mon nez. Ce fut l'arrivée du jour frabieux. Montrez-lui, le jour sera pieux. En vrai, je n'ai pas eu peur. Le déséquilibre passé, je n'avais plus qu'à faire confiance à mon équipement qui a parfaitement fait son boulot. Mais comme je suis un boulet, mon blouson a eu un pépin. Je ne l'ai remarqué que quelques minutes plus tard. J'ai eu le temps de glisser, de me vautrer dans le fossé 2 mètres plus bas parce que boulet comme je suis, je me suis relevé du mauvais côté du bas-côté, et de me sortir de là sous les yeux paniqués de mon compagnon de route. Je le rassure, tout va bien. On déplace mon tapis glissant vers l'entrée d'un camping 10 mètres plus loin, la route est dégagée, les automobilistes qui s'interrogent sont rassurés aussi, je vais bien. La gendarmerie qui passait par là s'arrêtera même pour nous proposer de l'aide. Tout va bien. J'ai même répondu à l'appel de Liberty Rider entre-temps. Laissez-moi regarder mon bébé tout abîmé. Les meules sont béquillées et on s'apprête à faire le tour des dégâts quand j'arrête Chéri avec un flegmatique. On peut regarder mon cou d'avant, j'ai un peu mal. Il a blémi, j'ai vu la photo, et malgré les 2 propositions d'aide déclinées, nous appelons les pompiers. Camion, urgence, je patiente à Ganges et je gagne 5 points de suture. Alors dis bonjour, c'est le jour 8 du road trip. Et bah voilà, un VSAV, un coup de... comme ça, et puis des points de suture je pense. Je fais le singe débile suicidaire derrière Chéri et nous retournons trouver ma moto au camping. L'hospitalité nous est offerte, le bar aussi, même si nous ne sommes pas clients. Un grand merci à Julie du camping Les Gorges de l'Hérault, nous reviendrons en tant que clients cette fois. Ma famille est au courant et ma pédale de frein est pliée quelque part sous ma ligne d'échappement. Ça rassure tout le monde de laisser mon beau-frère remonter Cruchy dans le Cantal. Je suis triste, nous ne verrons pas Navacelles. C'était sans compter sur la gentillesse de la famille. Chéri et mon beau-frère sur les motos, ma sœur et moi en Volvo qui surchauffe, nous arrivons à Navacelles. La vue du haut de ces parois abruptes est à couper le souffle et donnerait le vertige aux plus téméraires. Il est tard, nous ne ferons pas la randonnée, mais nous reviendrons avec plaisir et le coude en forme. Ma dernière découverte du jour sera la traversée du viaduc de Millau. Quelle œuvre d'art! Je suis aussi époustouflée par un monument moderne de ce genre que par un vestige de notre histoire. 2460 mètres à parcourir perché à presque 300 mètres au-dessus de la vallée, ça méritait le passage. Ce soir, nous dormons en Auvergne un jour plus tôt que prévu, la tente est rangée. Nous ne verrons pas la grotte de la Veine Armand, il faudra revenir. Nous passons la journée dans la famille de mon beau-frère. La matinée se passe et nous constatons les dégâts sur ma moto. Le plus important est la pédale de frein qui a plié. Une vis de la platine de frein a fait sauter une soudure en pliant, l'ampoule du clignotant est grillée, et il aura fallu passer quelques pièces métalliques à la râpe pour éviter de se blesser davantage. Que des accessoires, Cruchy et roulantes. Nous profitons de la journée et du passage prévu de l'infirmière le lendemain pour aller visiter Saint-Flour et sa cathédrale gothique. La cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour est l'une des 4 cathédrales d'Auvergne. Comme pour d'autres édifices religieux de la région, le matériau utilisé est la pierre volcanique, la lave noire de Liosargues, qui lui confère une couleur sombre caractéristique. Nous nous remettons de nos émotions de la veille et nous profitons de la beauté de l'Auvergne. C'est la fin du voyage et ça se sent à l'humeur matinale. Petite amertume en pensant à la route qui nous attend et nous ramènera à notre quotidien francilien. J'attends le passage de l'infirmière qui nettoie la plaie et vérifie les points, tout va bien. On refait les bagages, on réinstalle tout sur les 2 motos.
On constate par la même occasion que j'ai complètement déchiré la valise droite de Chéri et que j'ai également marqué sa ligne d'échappement. Le bleu qu'il a sur le bras montre même qu'il m'a dans la peau. Mes neveux ne veulent pas que je parte et trouvent toutes les excuses pour retarder le départ. Photos sur la moto, photos avec mon casque et j'en passe. Je les aime mais j'ai hâte. Je n'ai pas piloté depuis la chute et la sensation d'être au guidon, même tordu, me manque. Nous nous dirigeons vers le Puy-de-Dôme pour retrouver un couple d'amis qui nous a invités à déjeuner. Donc voilà, on va à la forêt de la Comté. On va chez les hobbits. Le paysage demeure magnifique. La chaîne des puits s'impose dans l'horizon et nous émerveille de nouveau. Nous sommes avec des amis et nous prenons notre temps. L'après-midi est déjà bien entamé lorsque nous les quittons. Nous avons à peine fait 1 km qu'un stop nous arrête et à notre hauteur une moto bleue nous fait signe. La plupart des gens stressent dans ce genre de situation. J'avoue que je n'ai plus trop d'appréhension et à juste titre. Le gendarme nous arrête et nous nous stationnons à l'ombre. Son collègue nous rejoint et alors s'enchaîne une conversation passionnée sur les nouveaux Twin Royal Enfield. Ils veulent tout savoir de ces motos, de notre ressenti et des accessoires. La discussion dure et nous gardons les coordonnées des garçons pour compléter notre avis et donner de bonnes adresses que nous connaissons. Nous apprendrons plus tard que l'un d'eux a craqué pour une Himalayan de la marque indienne. Nous entrons alors dans le Cher par une passionnante ligne droite qui ne nous quittera plus jusqu'à l'arrivée. Il fait nuit, il est tard et les averses passées laissent le bitume humide collant du gras sur nos visières. Nous voyons Fontainebleau et c'est presque la fin du périple. Nous connaissons la route désormais, il est minuit passé, les motos sont garées chez elles. Demain, il sera temps de tout déballer, de tout ranger, de débriefer. Merci d'avoir suivi cette aventure Sevenol. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!